Tu veux réussir aujourd'hui en dropshipping et tu cherches systématiquement des secrets à droite et à gauche. Le secret, il y en a un. Réussir à faire que ton client ne voit pas que tu fais du dropshipping. C'est ça la vraie clé finalement du dropshipping. Et ça passe notamment à travers ton branding. Aujourd'hui, dans l'émission Brand-toi et jouis du succès, David va te montrer comment est-ce qu'on peut créer un branding incroyablement puissant, une image de marque installée depuis 10 ans avec des produits magnifiques et tout ça uniquement avec des produits AliExpress et quelques bons outils et bonnes méthodes pour créer un design incroyable. Tout simplement, on répond au taux de conversion, à la qualité de tes publicités et ta capacité à amener plus de trafic sur ton site. Bref, c'est pas de la magie, c'est du branding. Salut David, comment vas-tu ? Salut Enzo, mais quelle intro. Mettez un pouce bleu déjà pour cette intro, un pouce bleu là, faut valider cette intro. Mais quelle intro, ça va, la patate ? Ça va super et toi les amis, pour que vous ayez l'intégralité du contexte, David m'a challengé à faire une intro, ça a pris 2 minutes. Voilà. Mais ça a même pas pris 2 minutes, c'était direct, super intro, la forme, je crois qu'on est en forme. On a un sujet aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode. On va dire pas un hors-sujet, mais voilà, on pousse un peu les murs. Une spécification. Ouais, très spécifique. Une application concrète. On va parler e-commerce. Mais pourquoi on va parler e-commerce ? Parce que vous êtes une très très grosse communauté à parler e-commerce, à nous suivre sur l'e-commerce. C'est pour ça qu'on parle e-commerce. Donc on va voir l'importance du branding en e-commerce, tout simplement. Puis je pense qu'on a des choses à dire, Enzo. Tu connais un tout petit peu, je crois, le e-commerce, d'après ce que j'ai vu. Ouais, j'ai réalisé en perso un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et puis j'ai accompagné des clients. Alors ça a commencé il y a un moment maintenant avec des sites qui faisaient entre 1 à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui étaient très brandés, qui étaient très beaux, allant même parfois jusqu'à avoir leur propre shooting photo dans les bureaux, etc. Et aujourd'hui j'accompagne des sites qui font entre 1 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, avec du stock, avec des process, avec quelque chose d'assez avancé, sur lequel bien évidemment on développe l'image de marque des produits, mais également l'image de marque de la société. Donc ouais, c'est un petit peu notre popote au quotidien, le branding dans l'e-commerce. Ouais, je crois que c'est un petit peu la recherche ultime, hein, le trophée ultime dans l'e-commerce. Au départ, on cherche à vendre surtout, mais il arrive à un moment où il faut se distinguer, il arrive à un moment où il faut sortir des sentiers battus, il faut attirer l'attention et il faut justement il faut fidéliser, il faut augmenter la marge, etc. Et on l'a vu, c'est l'intérêt du branding, grâce au branding, on arrive à ces objectifs-là. Le branding répond à toutes les problématiques en fait de l'e-commerce, attirer plus de gens, convertir et apporter plus de confiance et améliorer tes marges. Donc en gros, si aujourd'hui tu as des problématiques dans ton e-commerce, bien évidemment, et si je ne peux que te recommander de démarrer depuis le dropshipping, parce que ça minimise les coûts, ça facilite ton démarrage, ça va te permettre de tester un maximum de produits, de trouver ce qui te convient, ce qui te convient pas, de tester différentes acquisitions de trafic. Et c'est une vraie opportunité aujourd'hui le dropshipping. Mais il y a un mais, pour passer au niveau suivant, à partir du moment où tu as commencé à maîtriser les bases, je recommande, mais plus que recommander, c'est ce que j'applique moi depuis que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu dans l'e-commerce sur internet et dans le business en ligne, du coup c'est pour ça que je disais sur internet, c'est de brander, d'y amener quelque chose d'autre que juste un produit en fait. Et voilà, ça répond à toutes ces problématiques là. Donc si aujourd'hui tu veux réussir à tirer ton épingle du jeu, à vivre du business en ligne, il est essentiel que tu vives cette masterclass, c'est sûr. Exactement. Je vais faire un disclaimer juste avant. Il y a énormément, j'ai énormément de calls avec des gens qui sont dans le e-commerce. Souvent, on pense que la phase branding, elle est avant d'apprendre le e-commerce. Moi, je vous conseille vraiment de faire vos premiers milliers d'euros déjà dans du e-commerce en white branding, vraiment en marque blanche, en dropshipping de base, et ensuite de rajouter la grosse couche branding qu'on va voir dans cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Enzo ? Complètement. Moi, je vais partager là, je vais montrer. On est dans le dossier aujourd'hui. Je vais aller voir un peu dans mon historique. Et il y a un produit qui est un rouge à lèvres qui est connu aujourd'hui, que j'ai partagé beaucoup, que j'ai montré beaucoup, qui n'était pas très vendu en France.
qui n'était pas non plus dans les logiciels de spying, etc., mais sur lequel je me suis lancé pour plusieurs raisons. Il y avait un joli packaging, il y avait déjà un branding établi qui était très en place. Les Chinois avaient fait des beaux shootings photos, avaient bien bossé, etc. Et en fait, je me suis lancé dans le développement de ce produit parce que dans la balance de l'acheteur, c'est-à-dire la valeur apportée par rapport au prix que tu lui demandes de payer, on était vachement du côté de l'achat. C'était une super offre. Pourquoi ? Parce que c'était pas un rouge à lèvres qu'on vendait, mais c'était 12. C'était un pack, il y avait des belles couleurs, il y avait un beau design, il y avait des jolies photos, des jolis modèles, etc. Et du coup, naturellement, j'ai commencé à vendre ce produit. Ça a bien marché pour moi avec de belles publicités. J'ai tout de suite apporté une couche de branding en mettant le nom de ma marque, en faisant mes propres vidéos, mes propres photos. Mais j'ai continué de vendre le produit comme si j'étais un distributeur, c'est-à-dire Cosmo Beauté revendait la marque chinoise, tu vois, qui était Langmani pour le coup, que tu peux trouver sur Amazon, etc., que tu peux trouver partout, 3 fois moins cher que ce que je vendais. Sauf que moi, je le vendais à l'international, en France, en Europe, aux États-Unis, avec mon branding en tant que revendeur, que distributeur. Et bien évidemment, ça c'était le premier step de branding, c'est-à-dire mes photos, mes vidéos, une identité visuelle, un état d'esprit, des valeurs, bref, on essayait de créer une histoire, quoi. Et à partir de là, j'allais mettre la deuxième couche de branding qui était le logo sur mes produits personnalisés, ma chaîne de production, mon stock personnalisé. Voilà. Et j'étais à cette étape-là qui est un peu le stade ultime quand on avance un peu dans le private labeling, dans le white labeling. Mais avant ça, j'ai fait à peu près 50 000 avec un branding basique. Voilà, on fait le test le plus rapidement possible. J'ai fait 200 000 € avec de belles images, de belles créas, etc. Et là, j'allais passer au stade suivant. Avec le packaging, avec tout le travail qu'il faut faire après. Alors, je suis toujours en train de chercher. Là, je suis encore dans. Mais dans ouais, mon t'as fait iPhone. quand même. Voilà, l'idée, c'est que t'as fait 200 000 balles quand même avant vraiment de passer à l'étape ultime de branding. Avant, t'étais entre les deux. Et il t'a fallu faire 200 000 balles pour dire ok, maintenant je vais packager le tout, je vais tout faire quoi. Ouais, là par exemple, tu vois, je suis en train de corriger avec le fournisseur le truc. Et ça, c'était, on commençait du coup à faire les maquettes, à faire le maquettage. Super. Pour avoir mon logo sur les produits. Là par exemple, c'est un des premiers portes rouge à lèvres avec mon logo dessus. Et c'est très intéressant hein, en termes de réalisation et de business. T'as une vraie... comme si ça y est quoi, je suis dans la place, enfin j'ai créé ma marque, tu vois, enfin j'existe, c'est mon produit et tout. C'est très 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 excitant. Par contre, avant ça, il faut valider la demande, valider le produit, valider l'attirance du marché, trouver ton positionnement, trouver ton angle marketing. Et ça, on le fait en faisant des ventes, quoi. On le faisait en travaillant la stratégie, mais on le fait surtout en faisant des ventes. C'est ce que j'indique à ceux qui viennent me voir, qui n'ont pas fait une vente ou qui n'ont pas fait 1000 € de vente. Je leur dis avant, voilà, formez-vous à faire des ventes et après vous rajoutez la couche branding. Là où je pense que c'est très intéressant, c'est aussi comment on s'est rencontrés. Je pense qu'au tout début de l'émission, on l'avait raconté, mais David m'a présenté un doc, m'a présenté une présentation PowerPoint pour présenter sa boutique lors d'une masterclass dans un mentoring de groupe, dans le Shark Club d'ailleurs, enfin c'était avant que le Shark Club existe même, et à l'époque où il me présente son doc, son PowerPoint, donc déjà c'est très drôle parce qu'il y avait très peu de dropshippers qui venaient avec un doc de présentation pour présenter leur boutique, et du coup ça a complètement joué parce que c'était dans le branding du coup bien évidemment, et moi j'étais persuadé qu'il avait sa production, qu'il avait ses revendeurs en France, qu'il avait ses modèles, qu'il avait fait ses shootings photos, etc. Alors que c'était 100% de produits AliExpress. Et la boutique était belle, la boutique donnait envie, la boutique donnait confiance. Et tout ça en démarrant. T'étais 100% débutant, business en ligne, 100%, j'étais mais vraiment marketing 100%. En ligne, e-commerce. Ouais. Par contre, tu avais toute ton expérience de branding, de designer. Et c'est ce qui a fait que tu as fait 10 000 € le premier mois. La vraie intro de cette vidéo d'ailleurs, c'est si vous voulez faire 10 000 € le premier mois
avec votre boutique en dropshipping, suivez cette masterclass avec David Bolland parce que c'est exactement ce qu'il a fait et il va vous expliquer comment faire. Et moi, j'aimerais que ça soit ça que tu partages. J'aimerais que tu partages ça et bien évidemment, je pourrais corréler avec toutes mes expériences. Mais c'est ça qui a du poids en fait. Ouais, bien sûr, mais c'est ça que je vais partager justement, c'est comment acquérir la confiance grâce à la couche branding, à l'image de marque finalement, qu'est-ce qu'on va y mettre. D'ailleurs, tu parlais justement de photographie, parce que tu nous montrais là que il fallait un peu jouer sur les photographies, etc., etc. En effet, pour ma boutique, la première des choses, c'était de dire quel va être l'angle que je vais donner en termes de communication par rapport aux photographies et par rapport aux vidéos. Je sais pas si tu te rappelles, dès qu'on arrivait sur ma boutique, tu avais une grosse vidéo avec des gamins qui dansaient, etc., avec justement alors c'était une boutique de vêtements d'enfants. Voilà. Et dès qu'on arrivait, on avait des gamins. Et en fait, c'était les backstage d'un shooting. C'est-à-dire qu'on voyait pas on voyait que c'était un shooting, mais on voyait surtout que c'était les backstage du shooting. Donc ça faisait un peu... ça faisait professionnel et à la fois pas non plus... Sympa. Ouais, ça faisait sympa... Proximité. Voilà, il y avait une certaine proximité. Donc, et ça, il fallait que ça soit en cohérence avec les produits. Donc, en effet, on avait exactement les mêmes produits. Parce qu'on avait récupéré la vidéo d'un fournisseur Ali. Et puis, il y avait du shooting photo. Le shooting photo, nous, on avait commandé quelques produits et on avait fait des photographies chez nous avec, j'ai la chance, et c'est pour ça qu'on a fait cette boutique, d'avoir une fille de 5 ans. Donc, la photographie produit, pour le branding, c'est ce qui a, moi je trouve, c'est ce qui va attirer tout de suite l'attention. Je trouve c'est ce qui va t'avais du matériel et tout ça ou t'as fait ça avec ton iPhone? Est-ce que c'est accessible avec l'iPhone? Justement, j'ai plus de matériel en fait. C'est du vieux matériel, machin. Aujourd'hui c'est dépassé, machin. On a fait ça à l'iPhone. On a fait ça chez nous, à la maison. Tu vois, un truc simple. On la voit dans le jardin. Mais vraiment, le truc simple. Mais c'est cette simplicité qui crée cette proximité qui fait que, finalement, derrière, il y a un humain. Il n'y a pas, tu vois, c'est pas du copier-coller ou c'est pas... Derrière, on sait qu'il y a quelqu'un d'humain qui va nous répondre. Et c'est ce que cherchent aujourd'hui les clients. Ils cherchent une vraie relation. Ils cherchent une vraie relation de proximité. Ils se disent pas, ouais, c'est encore un truc, un site où c'est juste une adresse email, où il n'y a pas de contact. Et donc, pour ça, c'est vrai qu'il faut... Moi, mon conseil, c'est, photographier avec des lumières naturelles. Après, si vous avez des petits produits, etc., comme, je sais pas, je prends des AirPods, par exemple. Dans ces cas-là, vous pouvez le shooter en lightbox, il n'y a pas de souci, donc dans une boîte qui va refléter la lumière, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez, essayer de photographier en lumière naturelle. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus cool. Il me semble que toi, t'avais shooté aussi... les femmes en rouge à lèvres, en lumière naturelle, il me semble, t'avais shooté ça avec ton appareil photo. J'avais utilisé mon G7X et l'iPhone, alors j'avais la chance d'avoir le G7X, je suis vlogueur, je fais des vidéos, voilà. Mais voilà. Mais les clichés que j'ai le plus utilisé, c'est l'iPhone. T'avais une ring j'avais un ring à LED. Ouais, t'avais une ring LED, ouais. Mais dans tous les cas, j'ai mis sur mon lit à côté de la fenêtre. C'était à côté de la fenêtre parce qu'on voyait bien le reflet de la fenêtre, je me rappelle, sur les vidéos, etc. Donc, photographier sous la lumière naturelle, ça c'est super important. Alors, vraiment la photographie et la vidéo, c'est ce qui va vraiment attirer l'attention. Ne prenez pas uniquement des photos AliExpress. En tout cas, alors, dans le drop, mais après, si vous avez vos propres produits, faites des belles photos. C'est vraiment la photo qui va faire que on va sentir chez vous les valeurs. On va sentir, c'est une notion justement de proximité, c'est une notion artistique, si derrière il y a une notion d'usine, etc., etc. Ensuite, utilisez l'appareil photo que vous possédez déjà. Ça sert à rien d'investir des milliers d'euros dans un appareil photo quand on voit la qualité que fait un iPhone aujourd'hui. Et on parle d'iPhone, mais aujourd'hui un smartphone de manière générale à plus de 500 €, ça reste quand même un excellent appareil photo.
Ensuite, optimisez vos images. Par contre, ça c'est super important. Une fois que vous les mettez dans votre logiciel, dans votre CMS, donc c'est-à-dire Shopify, etc., etc., dans ces cas-là, optimisez vos images. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle photo, mais si elle met 3 plombes, surtout sur mobile, à s'afficher, ça sert à rien. Ça vous plombe l'expérience client, et ça on va en parler après. Et surtout, et là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, rationalisez votre processus de shooting photo. Ah, ça sert à rien de passer 10 jours sur une photo. Voilà. Il faut vraiment que vous tirez pleinement parti d'un processus de shooting. Surtout si vous avez quand même pas mal de collections, pas mal de produits, il faut mettre ça, voilà, vous mettez ça, vous shootez, c'est-à-dire que logiquement, vous avez une toute petite pièce, un petit endroit, ou une petite surface, il suffit de, souvent, 3-4 mètres carrés, 3 mètres carrés, ça suffit amplement, mais avec généralement le pied, la lumière toujours en place. Vous allez peut-être passer au début un petit peu de temps, mais une fois que vous avez passé ce temps de préparation, optimisez le processus de shooting, pour qu'ensuite vos photos soient pratiquement et directement optimisées sur votre Shopify. Donc en 1, la photographie de produits, c'est super important. Je sais pas, qu'est-ce que tu souhaites apporter là-dessus sur la photographie Non, pas grand-chose de plus. Essayer de trouver les meilleures photos avant de faire notre propre shooting. On fait notre shooting en lumière naturelle. On peut même... c'est des petits tips ça, mais on peut même... en fait, envoyer notre produit à des mini-influenceurs, des micros-influenceurs qui, elles, aiment se prendre en photo, aiment jouer avec les produits, correspondent à notre cible, et puis on les laisse se démerder. On écrit juste un cahier des charges avec les livrables dont on a besoin, et puis yallah, quoi. C'est pas qu'un petit tip, c'est vraiment une super astuce, faut le faire, absolument ça. Si, moi je voulais rajouter qu'il n'y a pas que pour vos produits que vous devez faire des photos. Il existe d'autres endroits sur votre site web, sur votre e-commerce, où la photographie va vous aider à construire une image de marque. Ça va être la page à propos. C'est grâce à la page à propos, même si vous mettez une photo stock, mais faut pas que votre photo stock elle soit trop... soit trop stock. Ouais, trop stock, ouais, vous voyez, je pense. Non, faut qu'elle soit quand même très naturelle. Mais vous pouvez mettre une photo très naturelle d'une petite équipe de 3 ou 4 personnes pour dire qu'il y a une équipe en place. Ou une photo de vous même pour dire, voilà, il y a un tel au SAV, etc. Moi, j'en connais qui ont fait du drop, notamment, je vais pas le citer, mais quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent dans la niche des chats. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et il s'est shooté en photo, il a shooté toute l'équipe en photo avec un iPhone, il a mis ça sur la page à propos, ça donnait une véritable expérience et une véritable confiance. Ça montrait qu'il y avait quelque chose derrière, quoi. Ça montrait qu'il y avait des hommes, encore une fois, derrière. Ça montrait qu'il y avait l'humain derrière, et pas simplement quelqu'un qui est je ne sais où et qui fait ça tout seul dans son coin. Voilà. Ça rassure. Ça change tout. Ah, ça change tout. Donc, il n'y a pas que pour vos produits qu'il va falloir avoir des photos. Je dis pas non plus les plus belles photos du monde, je dis des photos déjà. Et ça, la page à propos, ça manque vachement. Par exemple, en e-commerce, je sais pas si tu connais, je pense que tu connais la marque Fago. On en a déjà parlé 12 fois. Mais voilà. ils font des chaussures. Ils font des chaussures. Mais pourquoi je t'en reparle encore ? Parce que la marque Fago, ils sont sur l'écologie. Ok, c'est-à-dire qu'ils font des chaussures et des vêtements. Sauf que leur USP, c'est de dire, vous achetez un produit, on plante un arbre. Toutes leurs photos, derrière, il y a des arbustes, il y a de la verdure. C'est-à-dire que vous, si vous êtes, par exemple, tout à l'heure... ils ont des valeurs connectées à ça. Tout à l'heure, je citais le monde des vêtements d'enfants. Si on fait des vêtements d'enfants, essayez d'avoir des jouets derrière. Il faut remettre le contexte. Si vous faites dans le make-up, dans ces cas-là, il y a des miroirs, des LED, des machins qui vont donner du peps. Voilà, remettez le contexte en fond de photo et pas simplement des photos détourées ou des photos images fond blanc ou fond gris, comme sur Amazon. Non, il va falloir montrer justement votre vision
avec le contexte dans la photo. Voilà, c'est super y apporter important. quelque chose de plus, quoi. Par exemple, des photos de montres, faut pas simplement qu'on voit la montre. Faut qu'on voit la montre, je sais pas, dans un bel hôtel, faut qu'on voit la montre portée, mais avec quelque chose en plus, avec quelqu'un qui a un costard ou pas de costard, suivant la montre. Voilà, à vous de jouer. Mais mettez un contexte. C'est ce qui va faire aussi votre image de marque. Voilà. C'est imaginer Rolex sans aucun contexte, sans voiture, haut de gamme, sans hôtel, sans avion, tu vois, c'est plus Rolex en fait. Rolex, on va avoir aussi beaucoup de sportifs qui se dépassent, le dépassement de soi. Voilà, sans voiture de sport, sans rallye, sans etc. Ce n'est plus Rolex s'il n'y a plus ça. Donc c'est pour ça qu'il est très très important. C'est d'ailleurs, ça m'intéresse de voir les quelques de photos qui mettent hors produit. Ils ont une photo de l'espace. Il y a un projet pour la protection de notre planète, des initiatives inspirantes. Donc là, ça met un peu en avant les valeurs de la marque. Il y a une mini vidéo où on voit la planète. Du golf, Rolex et le golf. Les matériaux, on voit de l'or. Le mouvement, on voit un mouvement perpétuel de Rolex, Swiss Made, etc. On met en avant la qualité. En fait, il faut des photos de lifestyle. Voilà, vraiment. De style de vie par rapport à votre produit. Exactement. C'est vraiment super important, ça. Il y a un autre élément intéressant là. Rolex, c'est rare que tu vas l'acheter en ligne. Et du coup, il y a une photo de la boutique. Parce que tu sais, les boutiques sont assez standardisées dans ce milieu-là. Et donc, on voit les sièges verts. On voit la présentation et on peut commencer à créer l'expérience utilisateur que le mec va avoir en boutique parce que on sait qu'il va avoir cette expérience exactement là. Il va se retrouver sur cette chaise avec le mec en face qui lui met la montre en dessous du nez, etc. Qu'il soit d'ailleurs dans un aéroport ou dans une boutique en Suisse. Et donc, je pense que cette photo, elle est pas du tout choisie au hasard et elle est dans une vraie logique de branding pour le coup parce que ce sont les boutiques Rolex qui ressemblent à ça, quoi. Il faut que l'utilisateur voyage dans votre monde grâce à vos photos. Alors pour ça, vous pouvez, donc on a dit, utiliser vos photos, utiliser des photos de banque d'images. Aujourd'hui, on a des photos quand même de banque d'images assez naturelles. Justement, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, Unsplash, je trouve que les photos font assez naturel, proximité, et à la fois, on a des photos très esthétiques. Vous avez aussi des... Alors, je vais vous en donner quelques-uns. On va les afficher. Hein. Donc, le premier, c'est Unsplash. Vous avez, par exemple, Pexels. Vous avez StockSnap.io. Tout ça, on va vous l'afficher. Vous avez GraphicRiver.net. Shutterstock.com. Là, on va avoir des photos un peu plus stock, mais aujourd'hui, il y a un peu de tout. Vous avez Adobe.com stock. Vous allez avoir Getty Images, qui est aujourd'hui l'une des plus belles galeries de photos, mais qui est un coût un peu plus cher. Pixabay, par exemple. Bon, voilà, je vous en ai donné déjà, je crois, 2-3. Avec ça, vous pouvez trouver quand même pas mal. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de photos d'équipe. Bah, vous allez pouvoir trouver des photos d'équipe. Vous allez pouvoir trouver des photos de bureau, des photos d'espace, de sport, etc., etc., etc. Donc, la première des choses, c'est vos photos et vos vidéos. Ça, c'est super important. Ensuite, pour moi, le branding, ça va passer par le copywriting. Il n'y a pas que le visuel, en fait. Il faut que le visuel, il soit appuyé par les mots. Et d'ailleurs, en agence, vraiment, en agence de branding, il y a 2 pôles, où aujourd'hui, ils arrivent à créer une vraie synergie. Il y a 2 pôles, il y a le pôle visuel et il y a le copywriting et copywriting. visuel. Voilà, exactement. Et on dit souvent c'est 2 mondes à part, et en fait non, c'est une synergie des 2 qui va créer cette confiance. Ne négligez surtout pas votre copywriting, ça c'est important. Alors, il faut bien entendu, et ce qu'on avait dit avant, transmettre les bonnes valeurs au travers de vos mots à vos prospects, ça c'est, voilà, mais surtout, je sais pas si tu te rappelles, faut représenter ce qu'on appelle le ton de voix, ou tu sais, la voix de la marque. C'est un peu plus subtil, je dirais, effectivement. La voix de la marque, c'est le style de voix. Par exemple, je vais donner un exemple. Si vous faites du streetwear, ayez comme vocabulaire un peu plus un vocabulaire façon street, façon urbain.
Voilà, vous pouvez pas avoir un vocabulaire soutenu pour vendre du streetwear. Ça va pas coller, il va y avoir une incohérence. Vous vous rappelez dans la dernière vidéo, on avait parlé de Ou au contraire, t'as un branding hyper décalé. Ouais, mais je sais pas. Et franchement, ouais, c'est trop décalé, je trouve. À mon avis, trop disruptif. Ouais. Le streetwear aristocrate. Mais du coup, t'as un concept en tout cas. Donc oui, il y a un concept. Il y a un concept, mais il y a peut-être un manque de cohérence et je pense que c'est important la cohérence. Donc, le ton de voix, ça c'est super important. Le ton de voix, c'est vraiment, choisissez tout le vocabulaire de votre secteur. Si vous êtes dans le secteur du make-up, vous allez sortir tout le vocabulaire sur vocabulaire beauty, voilà, en ce moment qui est tendance. Allez regarder des vlogs, allez regarder des chaînes YouTube sur le make-up. Ils ont un vocabulaire, les vlogueurs. Et dans ces cas-là, notez ce vocabulaire parce que c'est ça qui va faire que vous allez aussi attirer vos prospects ou au moins ou donner la confiance à vos prospects parce qu'on sait que vous êtes du monde du make-up. Donc, il faut vraiment une connaissance là-dessus, sur le ton de voix, sur le vocabulaire. Il faut écrire plein de mots. Voilà, je sais pas, sur le copywriting, 2-3 conseils. Il y a raconter une histoire. La base, c'est de raconter une histoire. Avoir une structure. Comprendre qu'il y a une structure pour raconter une histoire. Peut-être. Commencer par là. Ouais, c'est bien structuré. Mais je pense que raconter une histoire, c'est aussi important. C'est l'image de marque, c'est comme on avait dit, c'est les valeurs et c'est l'histoire de la marque. Même, faut la créer. Si on ne l'a pas, mais parce que par rapport à la conviction, pourquoi on vend ce qu'on vend, on en avait dit le pourquoi. Et ça, faut en raconter une histoire aujourd'hui. C'est super important. Je pense que quand tu vendais justement du make-up, du rouge à lèvres, tu le vendais pas juste comme ça en disant achetez mon rouge à lèvres. Tu racontais derrière une véritable histoire, même si elle est petite. Je l'ai écrit ce matin lors de la masterclass. Confiance en soi, sexy, attirant, séduisant. Ça c'était pour le mascara. Pour le rouge à lèvres, je vendais gain de temps, belle, confiance, s'occuper de soi et longue durée, longue tenue par rapport au rouge à lèvres, que c'était pas relou, que t'avais pas d'impair dans la journée. C'est là-dessus que je le vendais. Mais tes arguments, tu les mettais en avant, tes avantages et tes arguments. C'était l'histoire d'une nana working girl qui avait envie d'être belle, apprêtée, dégager une image, la puissance, la force. Qui avait pas le temps et que grâce à son stick, elle avait un peu plus de temps, etc. etc. Donc il faut vraiment raconter des histoires pour donner envie. Pourquoi ? Parce qu'un prospect, en fait, le branding, ça sert à quoi ? Ça sert à se projeter. Tout de suite, on se projette. Justement, c'est pour ça qu'il faut des visuels, des photos, et c'est pour ça qu'il faut des vidéos, pour que le prospect puisse se projeter et se dire « Bah ouais, moi aussi j'ai envie de ça. Moi aussi je veux être comme ça. Oui, moi aussi j'ai ce problème-là. » Et à partir de ce moment-là, c'est gagné, c'est banco, quoi. Je pense que là, là, le prospect, il convertit. À partir du moment où vous arrivez à le projeter, c'est ce que fait, justement, on parlait de Rolex, on parlait des grandes marques, c'est ce que font les grandes marques. Ils font des mini-films, pourquoi ? Vous voyez, je pense souvent à des mini-films. Pour que le prospect arrive à se projeter dans cette histoire, et ensuite, qu'ils se disent, oui, ça c'est moi, je le sais, quoi. L'idée, c'est vraiment que, souvent, on a envie d'être quelqu'un, d'être un personnage, ou de... tout simplement de correspondre à une communauté. Oui, tu veux les mêmes baskets que Cristiano Ronaldo, tu veux la même voiture que James Bond, tu veux la même montre que Rafael Nadal. Parce que tu veux lui ressembler. Parce que tu penses que si t'as l'objet, tu vas y arriver. Si tu penses que si en effet t'as les baskets de Michael Jordan, tu vas faire des jumps comme Michael Jordan. C'est comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut raconter ces histoires-là avec le copywriting, avec donc un ton de voix qui ressemble véritablement à votre marque. Moi, il y a un ton de voix que j'adore, c'est le ton de voix, le copywriting des jus de fruits, des smoothies innocents. Je le trouve terriblement efficace, terriblement simple et à la fois très très fort. Voilà. Donc, et
Et n'oubliez pas, dans votre copywriting, encore une fois, la page à propos. J'insiste sur cette page, mais quand je dis à propos, c'est là où vous allez mettre vos valeurs, là où vous allez écrire votre histoire, etc. Alors, ton site web aujourd'hui, c'est pas du e-commerce, mais cette page-là, on a mis du temps à la développer. Elle est même encore en train d'être développée. Tu as encore des vidéos qui vont sortir. Et en e-commerce, ces pages-là sont très importantes. C'est grâce à ces pages-là que les gens vous font confiance. Quand j'avais le e-commerce, j'avais mis un plugin, je sais plus le nom, qui permettait de voir où vont les gens, où cliquent les gens, etc. Hotjar. Hotjar, exactement, Hotjar. Mais une fois sur deux, même plus que ça, les gens allaient voir la page à propos, à chaque fois. Qui sommes-nous ? Quand je dis à propos, c'est qui sommes-nous ? C'est voilà, une fois sur deux, les gens allaient voir parce qu'ils ont besoin d'être assurés. Ils ont besoin de savoir à qui ils achètent. Encore une fois, on n'achète pas un produit juste pour le produit. On l'achète pour ce qu'il est. Et ça, c'est super important. Donc, la photo, le copywriting, et je pense que on peut dire l'expérience d'achat de manière générique. L'expérience utilisateur que tu vas faire vivre, ouais, complètement d'accord. L'expérience utilisateur. Est-ce que tu as 2-3 tuyaux à donner à notre communauté là-dessus ou... Comprendre, réussir déjà à prendre du recul sur l'expérience utilisateur. Comprendre que par exemple la personne vient d'une publicité, qu'elle arrive sur une vidéo de vente, qu'elle vient du coup avec un besoin précis, comprendre qui il est. L'expérience utilisateur, c'est déjà comprendre avant tout qui est l'avatar, qui est l'utilisateur, qui est-ce qu'on veut séduire, quel est le message que l'on veut porter et comment l'amener dans les meilleures conditions. Et tu sais que par exemple quand tu vas faire un tunnel de vente très simple du type publicité Facebook, page de vente avec l'optique de sortir la CB et de faire une vente, il y a des éléments qui sont nécessaires pour réaliser la vente, hein, les prérequis nécessaires, les éléments à mettre en place qui vont du coup induire ton copywriting, qui vont induire ton argumentaire de vente. Et puis toujours essayer de se différencier dans l'expérience utilisateur. Si aujourd'hui par exemple tu as un produit que tes concurrents ont, que tu n'as pas forcément une marque qui est incroyable, peut-être est-ce que tu pourrais te différencier par ton expérience utilisateur, par peut-être une pop-up qui s'ouvre, quelqu'un qui va être derrière l'ordinateur pour répondre aux questions des gens, discuter avec les gens, appeler les gens une fois qu'ils ont acheté leur produit. Bref, comment est-ce que tu peux faire différemment des autres pour que les gens aient une meilleure estime de leur expérience d'achat chez toi, plus de confiance avant ou après achat. Et ça pourrait faire la différence dans ta capacité à réussir ou non. Et comme on le sait, c'est déjà des expériences. C'est des expériences qui font partie également du branding. Je me souviens quand on a travaillé ne serait-ce que sur le branding d'Enzo Honoré, on y réfléchissait à ça. Quelle est l'expérience client que tu vas faire vivre aux gens ? Quel est ton niveau de générosité ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas donner aux gens ? On va y venir à ça. Ça, on va y venir justement. Ouais. Mais allons-y. Allons-y directement. Juste avant d'aller dans l'esprit de générosité, justement, ce que j'appelle, quand j'accompagne mes clients, on a un gros chapitre sur l'esprit de générosité. Pour finir sur l'expérience d'achat, c'est avant la vente jusqu'à après la vente. Voilà. Jusqu'à la réception de la commande et l'ouverture de leur commande. Voilà. Et jusque-là, s'ils sont satisfaits, parce que justement, ils ouvrent pas un sac poubelle, par exemple, hein, on va y venir aussi, ça c'est important. S'ils ont un petit mot dans le carton, ça aussi c'est important. Rien que dans votre mail de remerciement, ça fait partie de l'expérience client. Souvent on l'oublie, souvent on met un mail à la con, on met un copywriting à la con pour dire merci, vous avez acheté chez nous. Non, vous pouvez aller plus loin. Il y en a par exemple, moi j'ai acheté où il y avait des gifs, c'était super rigolo, mais je me fendais la gueule après avoir acheté. Ça laisse dans mon esprit. T'es content d'avoir acheté ? Ouais, t'es content d'avoir acheté. Tu te dis t'as pris la bonne décision. Exactement. Déjà, ça change par rapport aux autres, mais en plus, ça me laisse un petit sourire alors que je viens de dépenser 50 ou 100 balles. Ça fait le taf, quoi. Juste un gif pour dire merci. Donc ça, c'est super. Et des clients qui ont une bonne expérience client, c'est des clients satisfaits. Donc, un client satisfait, c'est un client qui va revenir chez vous. C'est sûr. C'est même un client qui va parler de vous aux autres. Et c'est ça créer une véritable marque en fait.
C'est quand quelqu'un parle de vous à quelqu'un d'autre, vous recommande. Et là, vous êtes une marque, à partir de ce moment-là. Donc, pensez à chaque petit moment. Ne dites pas, ouais, ça, je le ferai après. Ça, c'est pas grave. L'email de remerciement après achat, c'est pas grave. Non, ça, c'est très, très important. C'est essentiel. C'est essentiel. Surtout parce qu'en plus, dans ton email de remerciement post-achat, tu glisses une invitation à acheter. Le premier email post-achat, c'est pas un email de confirmation, c'est un email de vente. Ça, c'est une grosse stratégie, gros tips pour générer du avec un code de remise ou etc. Tout à fait. Donc, vous avez en plus de l'astuce marketing, vous avez en plus l'image de marque qui va derrière. Parce que bien entendu, si vous offrez 30% sur leur prochain achat avec un bon de réduction, bah, ça leur fait plaisir. On rentre encore une fois, justement, là, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'esprit de générosité. Et puis, à un moment donné, alors, au début, la technique va être plus fort que le branding, tu vois, tu vas vendre, tu vas pousser, tes stratégies de vente vont être meilleures que ton niveau de branding, et c'est normal parce que ça se construit. Mais au bout d'un moment, aujourd'hui, Apple, il fait du pull. Apple, il sort sur un magazine, il met la photo de leur produit éteint, comme ça, sans photo lifestyle, sans rien. Juste, il met une photo du produit, il dit, il est dispo, les gens, ils font la queue, ils dorment dehors pour acheter leur truc. Tellement que leur branding est hyper puissant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ton branding sera hyper développé et hyper puissant, tu auras juste qu'à dire « Hey, c'est dispo » et les gens vont se ruer dessus pour acheter. Et on le retrouve beaucoup dans le milieu de l'infoprenariat, on le retrouve beaucoup dans le milieu de l'e-commerce, dans le milieu des grosses sociétés qui ont développé un branding incroyable, avec des gens, par exemple, qui deviennent addicts à des marques et qui ne peuvent plus acheter que des marques. Et je me souviens même m'être converti en cette personne à plusieurs phases de ma vie, où effectivement, tu te dis, bah, par exemple, ça fait des années que je n'achète que des caleçons Calvin Klein. Me demande pas pourquoi, je n'ai pas de trucs, mais je n'achète plus que ça. Ouais. C'est devenu mon identité et c'est tout. J'ai un pote qui est complètement fada de la marque Seagull. C'est des Français, je crois, qui ont lancé une start-up avec des vêtements. C'est super sympa, j'ai déjà essayé 2-3 de leurs produits qui sont des vêtements techniques. Et j'ai préparé ma première commande, j'attends fin de confinement, machin, de pouvoir recevoir mes produits, quoi. Mais je vais essayer ça. Et lui, addict. Il fait sa commande tous les mois de vêtements chez Seagull. Et il ne fait que utiliser leurs produits, qui sont des produits très spécifiques, beaucoup plus chers, 2 à 3 fois plus chers que les prix du marché. Par contre, avec une image, avec une vision, avec un avatar, avec une histoire. Et c'est des Français qui ont compris les choses du e-commerce, qui ont compris le e-commerce pour moi. Qui l'ont bien utilisé, qui ont utilisé le bon branding, qui utilisent bien évidemment des stratégies marketing, mais qui surtout, aujourd'hui, quand ils sortent un nouveau produit, les mecs courent pour l'acheter, quoi. C'est assez incroyable quand on te vend un t-shirt simple à 40 €. Ouais, parce que c'est un t-shirt simple. Je suis en train de le montrer aux gens, je suis en train de le mettre à l'écran. Hein. C'est un t-shirt simple, mais à la fois, s'il est qualitatif, il y a une expérience client derrière, tout va bien, quoi. À la fois, je vais en acheter 2, quoi. Et là, on voit, c'est rigolo, tu vois, on voit que la photographie est super importante, que la photographie représente véritablement un lifestyle, une image de marque, et qu'elle est naturelle. Elle n'est pas dans un studio photo chez Harcourt ou quoi que ce soit. Elle est naturelle. Ça, on peut le faire à l'iPhone. Il n'y a aucun souci. Voilà. La lumière, elle est différente à chaque fois. On n'aura peut-être pas la qualité là, mais si. Là, je peux t'assurer que si. Franchement, aujourd'hui, là, c'est pas... Non, c'est top, hein. Là, il y a une véritable expérience utilisateur, alors qu'on ne voit pas partout, mais je pense qu'il y a aussi un copywriting qui est là, qui parle à une certaine catégorie de personnes. Oui, puis par exemple, tu n'es pas dans le show-off. Tu vois, typiquement, tu as beaucoup de marques de vêtements qui sont sur la marque, sur l'identité, sur le fait de montrer que tu appartiens à un clan. Alors que Seagull, c'est justement montrer que tu appartiens au clan des hommes actifs, un peu discrets, qui n'ont pas besoin d'être exubérants par leurs vêtements, mais qui ont besoin d'un vêtement qui est pratique et qui est beau, tu vois, qui les met en valeur. Ouais. Et c'est... Tu vois, ils connaissent très bien leur cible. Mais ça part de la cible, hein, on le sait. Hein. Ça part. Et avec des trucs très précis, comme par exemple le short de bain court.
tu vois, que je vais acheter. Je vais dépenser 80 balles dans un putain de short de bain. Mais c'est parce que j'ai des potes qui l'ont utilisé et je t'ai envoyé le lien sur Skype. C'est des potes qui l'ont utilisé qui sont devenus amoureux de ce truc. Il te montre quoi? Il te raconte l'anecdote et en tant qu'homme, j'imagine que vous l'avez tous connu, de ce short avec ce filet à l'intérieur où il te gratte les couilles en permanence. Et il te dit, si t'en as marre de te gratter les couilles en permanence et d'avoir ce short excessivement dégueulasse d'un point de vue esthétique, inconfortable à porter, et que dès que tu sors de l'eau, la première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller prendre une douche pour l'enlever parce qu'il y a du sable, des algues et toute la vie là-dedans, eh ben nous on a créé le swim short. Et t'as une vraie histoire, il y a un vrai contexte, il y a une vraie logique, et c'est top, et c'est juste top. Ah non, c'est dans le short un peu plus long du coup. Ah oui, là effectivement, et tu vois que là en fait c'est un produit qu'ils ont lancé sur Kickstarter. Tu vois que le niveau de qualité du copywriting est un peu plus poussé que les autres. Mais c'est exactement ça. Et c'est des détails à la con. Mais par exemple, donc c'est un vrai maillot de bain qu'en dessous. C'est ce qu'ils appellent un maillot de bain seconde peau. T'as pas un filet mais t'as un vrai maillot de bain en dessous. Il y a une vraie image qu'on a tous vécue, une vraie frustration qu'on a tous vécue, des sensations, peut-être même des odeurs qui peuvent te remonter en écoutant ou en lisant une fiche produit pareille. Et il y a des détails techniques sur les produits, comme sur le petit short, donc le swim short. Il y a une poche intégrée à l'intérieur pour mettre ton argent, pour mettre la clé de ta maison. Parce que quand tu vas à la mer, parfois, tu vois, et donc tu as une petite poche hermétique à l'intérieur. C'est des trucs qui sont bien pensés. Et donc pour le coup, donc Clément l'avait acheté en bleu. Et quand tu vis sur une île, donc on vivait à Phuket, à Bali, en Thaïlande, etc. Tu vis sur une île, la majorité du temps, tu es en short de bain, en gros. Comme ça, tu peux aller à la mer facilement, ou tu vas à la mer facilement, puis après la mer, tu vas dans un bar, etc. Eh ben, il suffit d'avoir un petit t-shirt en lin, une petite chemise qui passe. Tu as systématiquement ton short, donc c'est pas le swim short, c'est l'autre. Tu as systématiquement ton swim short moyen court, là, au-dessus du genou, bleu ou noir, qui passe partout. Et tu es en capacité d'aller dans un hôtel de luxe, d'aller à la plage, d'aller au machin. Ça passe partout, super. Ça sèche ultra vite. Il y a un vrai branding. Il y a le storytelling, il y a tout. Ouais, il y a un vrai branding. Le branding n'équivaut pas à du haut de gamme, hein, qu'on soit d'accord. Le branding, c'est encore une fois les valeurs qu'on y met, c'est l'authenticité qu'on y met, c'est une histoire. Alors effectivement, quand tu fais du branding, la majorité du temps, tu peux te permettre de vendre plus cher. Bon, c'est la réalité. Mais c'est pas pour ça que le prix du marché est spécifiquement haut de gamme. C'est là où je veux en venir. Il n'est pas forcément plus haut de gamme. Moi, je suis désolé, 98 balles là. C'est pas plus cher que tu citais tout à l'heure la marque pour tes calbutes Calvin Klein. Calvin Klein, c'est à ce prix-là. Ah bah non, Calvin Klein, il n'y aura pas de copywriting ou rien de tout ça, mais c'est Calvin Klein. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus cher et je suis sûr qu'on n'est pas du tout sur la même qualité parce que j'ai encore un putain de filet, tu vois. Voilà. Et par exemple, donc ça, il y a d'autres éléments, mais c'est deux Français ingénieurs. Qui ont décidé de changer de vie pour créer leur business et machin et trucs, et qui produisent au Portugal, donc Made in Europe sur les productions de vêtements, etc. Je parlais tout à l'heure des photos. Là, on voit directement la fabrication, les usines, comment c'est fait, où c'est fait, le savoir-faire. On voit les dirigeants. Mais simple, voilà, ils sont au bord de la mer, c'est simple, c'est Bertrand et Mathieu, c'est super, c'est ça c'est un vrai branding, c'est super. Et d'ailleurs, je regarderai pour les caleçons parce que ça m'a l'air super intéressant. Mais c'est comme, à mon avis, ça évite, tu sais, quand tu rentres dans l'eau, t'as ton caleçon qui gonfle comme ça et t'as l'air d'un con. Tout ça, ça n'existe plus. Hein. Tout ça, ça n'existe plus. J'aimerais également partager un autre exemple sur lequel j'ai bossé pendant longtemps, qui est hyper brandé, qui connaît très bien sa cible. Underwear, il faisait à l'époque plus de 2 millions d'euros de ventes par an. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1 de vente de sous-vêtements pour Homo. Alors, donc avec des marques très spécifiques. Je t'ai envoyé le lien là. Ouais, ça s'affiche. Et du coup, c'est un milieu très spécial, avec des marques très spéciales, avec des codes très spéciaux, parce qu'on s'adresse à une cible très spéciale qu'on est capable d'identifier. Et donc c'est niché, d'accord ? Ah là, c'est hyper niché. Et pour autant, c'est hyper lisse. Le mec, du coup, c'est un mec qui vient du web, celui qui a créé ça, qui a développé ça. À la base,
c'est les boutiques, les dessous d'Apollon, qui sont des boutiques que vous pouvez retrouver à Paris, que vous pouvez retrouver à Lyon, qui sont experts dans le sous-vêtement masculin. Et Underwear, et c'est la boutique en ligne en fait. C'est la boutique en ligne et c'est développé par un mec qui vient du marketing en ligne, qui vient du business en ligne. Et ils ont poussé le système à faire leur propre shooting photo, leur propre marketing. Non, mais là, en pratiquement une photo, vraie revue de mode. Ah ouais. Alors, bien évidemment, on a la chance dans tous les cas quand tu es dans le sous-vêtement que, déjà, les marques font un boulot incroyable, mais lui. Moi, je suis tombé à un moment donné, je suis arrivé dans les bureaux. Il avait transformé son bureau où ils faisaient leur meeting d'équipe. Il y avait des pétales de rose partout sur la table. Puis il y avait un type allongé en slibard en train de prendre des photos, tu vois. C'était trop fort. C'était trop fort. Et il faisait lui-même son propre catalogue. Il faisait lui-même ses propres photos, ses propres newsletters. Bref, on voit qu'il y a un boulot ils avaient de vraiment fou, poussé là. le truc, quoi. Ouais. Non, mais ça se voit. Déjà, ça se voit qu'il connaît sa niche. Il connaît sa cible parfaitement. Il connaît les besoins. Il y a une vraie culture en fait sur cette marque-là. Il y a vraiment. Et lui, il n'est que revendeur. Lui, il est que revendeur. Non, j'ai bien vu. Hein. Il est revendeur de Adi, Calvin Klein, Diesel, Emporio, etc. Exactement. Ouais. Mais quand tu regardes le compte Instagram, les photos sont magnifiques quand même, quoi. Ça vient de lui, tout est léché. Et la boutique en ligne, par exemple, c'est une boutique qui coûte plus de 50 000 € à développer parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Tout est léché. C'est-à-dire, il y a des maquettes précises pour l'affichage, PC, tablette, téléphone. Tout est réfléchi au pixel près. C'est un vrai... On est dans le souci du détail. Justement aussi parce que la cible est dans le souci du détail. On est sur un... Tout est léché, en fait. Tout est léché. Non, c'est... Mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. Ok. Ok. Alors, on a fait une petite escapade vers le calbut. Ça, c'est Enzo. Grand plaisir. Au grand plaisir. On a fait une petite escapade là-dessus. Revenons à ce qu'on a appelé l'esprit de générosité. L'esprit de générosité, en fait, c'est, pour moi, c'est une occasion de partager de la gratitude avec vos clients. Et je trouve que c'est vraiment... Et il faut honorer cette occasion de partager de la gratitude avec vos clients. Vos clients, c'est eux quand même qui vous rémunèrent. C'est eux qui vont dépenser chez vous. Et donc, je trouve que avoir une occasion de dire « Voilà, je partage de la gratitude en vous remerciant par un geste généreux » qui peut être... Bien entendu, derrière, oui, vous avez derrière une mécanique marketing. Ok. Mais pour le client, il n'est pas obligé de voir à chaque fois la mécanique marketing. Le client, lui, ce qu'il voit, c'est le geste. Et si c'est bien déjà fait... Déjà de une, ouais. Si votre conviction est quand même est très bonne, c'est super. Il va saisir cette opportunité, il va saisir votre esprit de générosité, et cet esprit de générosité fait partie de l'image de marque. Imaginez une marque, c'est simple, Louis Vuitton ne fait jamais de promotion. Louis Vuitton ne fait jamais de bons de réduction. Louis Vuitton ils n'ont pas d'esprit de générosité. Maintenant, à côté de ça, vous avez une marque de maroquinerie, Intel, qui, elle, va donner un bon de réduction, qui, à Noël, va faire ceci, qui va faire cela. Il y a plein de moyens, hein, et justement, je vais en indiquer des moyens d'avoir de la gratitude pour vos clients. Il y a des trucs que j'ai kiffé, moi, c'est la force du gratuit. Alors, on pourrait faire un live dédié à ça. La puissance du gratuit. Quand tu achètes un truc et que c'est pas prévu et que tu reçois un cadeau, putain, qu'est-ce que c'est cool. Ça, c'est forcément. En plus, si vous le dites pas et derrière qu'on le reçoit, qu'on ouvre, forcément, c'est top. Alors, quelques idées pour facilement mettre en œuvre votre esprit, votre don de générosité. On va donner quelques exemples. Faire un don d'un pourcentage de vos ventes à un organisme de bienfaisance en lien avec votre produit, c'est aujourd'hui, ça marche très très bien et c'est sympa pour... voilà. Par contre, faut le donner. Hein. Si vous l'affichez, donnez-le. Parce que moi, j'en ai vu souvent qu'ils l'affichaient et qu'ils le donnaient pas. Et ça, pour le coup, il n'y a aucune image derrière. Ça va se savoir à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui appellent tout simplement pour savoir s'ils ont déjà reçu un chèque ou un don de la part de telle boutique.
Donc ça va se savoir, donc là-dessus, essayez plutôt d'être bienveillant. Construire un programme de fidélisation. Il n'y a rien de compliqué à ça. Mais ça fait partie déjà d'un esprit de générosité. Aider les clients à apprendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, imaginez que vous donnez, vous vendez une box, et dans la box, en plus, il y a un petit livret qui va apprendre justement l'histoire de ça, ou l'histoire de comment on fabrique de la vaisselle, ou comment on fabrique, à l'époque, comment on fabrique justement un maillot de bain, etc. Et pourquoi on le fabrique comme ça. Bref, vous apprenez à votre client quelque chose. Et le fait d'apprendre quelque chose, c'est cool. Tout le monde apprécie ça. Vous pouvez le faire dans un petit leaflet, dans un petit bouquin, etc., etc. Vous pouvez récompenser vos meilleurs clients grâce aux médias sociaux. Vous pouvez créer des cercles exclusifs. Je pense notamment, parce que j'adore vraiment cet exemple, c'est les ambassadeurs de Nespresso. Moi, je suis ambassadeur de Nespresso, par exemple, parce que ça fait 15 ans que j'ai acheté que j'achète chez Nespresso. 15 ans. Donc, et du coup, pratiquement, tu te sens obligé d'en parler ou tu es content d'en parler parce que justement, tu es ambassadeur de Nespresso. C'est génial. Déjà. Et en plus... Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils ont fait leur job... j'ai le droit à quoi, par exemple ? J'ai le droit à... je suis invité plusieurs fois par an, et là, j'y vais pas... souvent, j'y vais pas. Plusieurs fois par an dans des gros restos à Paris, mais des restos haut de gamme. Je suis invité dans des salons, mais exclusifs, où on est très peu nombreux. C'est sûr, toi, 15 ans d'achat, ça... Tu récompenses consommation récurrente. Ouais, c'est pas mal quand même. Essayez de faire des cercles comme ça, des cercles d'ambassadeurs. Il y en a qui vont prendre les 2% de leurs meilleurs clients. Donc ça, c'est simple, hein. Vous allez dans votre CMS, dans votre Shopify ou autre, vous regardez les 2% ou les 5% de vos meilleurs clients, vous les invitez à quelque part, vous les invitez à faire un truc. Et vous allez voir que là, forcément, ils vont parler de vous, vous allez devenir des stars en faisant ça. Ça va vous coûter pas grand-chose. Le pourcentage que ça va vous coûter par rapport à ce qu'il vous rapporte, il est très minime. Soyons clairs. C'est clair. Donc, vous pouvez, comme je l'ai dit, organiser une soirée avec vos clients. Il y a énormément de marques qui organisent des soirées avec leurs clients. Vous pouvez offrir une confiserie. Je me rappelle Archiduchesse. Je pense que tu connais Archiduchesse, non ? Pas. Ah, tu connais pas. C'est marrant, c'est des générations, ça. Archiduchesse, c'est un magasin qui vend des chaussettes. Voilà. Et c'était un... T'imagines, comment veux-tu que je connaisse, frère ? Ah non, c'est hyper connu parce qu'en fait... Ça fait des années que je vis en tongs. C'est l'entrepreneur, ouais. C'est l'entrepreneur qui a conçu La Fraise. Tu sais, La Fraise, c'était un magasin de t-shirts. C'était les premiers e-commerce. Et ce qu'il faisait... Donc, bref, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois que vous commandez une paire de chaussettes, il vous mettait, à l'époque, parce que c'est plus lui, mais je pense qu'ils le font toujours, il vous met des paquets de bonbons, tu vois. Mais c'est cool, tu reçois ton truc. T'as des paquets de bonbons, c'est cool. Même si c'est pas grand chose, encore une fois. Tu peux mettre des macarons, tu peux mettre des petits gâteaux, etc. Vous pouvez envoyer un bon de réduction avec un passage de commande, hein, classique, le bon de réduction, le fameux BR, comme on l'appelle. Un chèque cadeau, par exemple, le chèque cadeau pour l'anniversaire. Si vous récoltez les dates d'anniversaire de vos clients. Et ça... Moi, je le conseille. Essayez de récolter la date d'anniversaire de vos clients. Pourquoi ? Parce que le jour de l'anniversaire, si vous lui envoyez un email en disant « Joyeux anniversaire !» avec un gif « Joyeux anniversaire !» et en dessous, un code promo en disant « Pour la peine, vous avez 30% sur votre prochain achat », mais il va acheter, c'est sûr. C'est sûr, il va acheter. Parce que, d'une, vous pensez à lui. Même si c'est automatisé. Ok, mais lui, il va le recevoir, il va dire « c'est cool, il y a la marque Intel qui a pensé à moi, etc., qui pense à moi, etc. Et en plus, je vais acheter. Et en plus, j'ai 30% ou 20 points, etc. » Vous pouvez imprimer des t-shirts avec votre logo et les envoyer à vos meilleurs clients. C'est que dalle à faire. C'est franchement que dalle, ça coûte que dalle. Même si vous en imprimez 10 ou 20, c'est pas ça qui va ruiner votre trésorerie. Et pourtant, ça fait un effet waouh. Et en plus... vos clients vont se trimballer avec votre marque, votre branding, toute la journée. C'est ça la puissance de la chose. Moi, je me rappelle, j'avais fait des mugs à mes clients. Mes meilleurs clients, j'avais fait un mug. Voilà, et j'avais envoyé un mug super stylé à pas tous mes clients, mais à mes plus gros clients. Comme ça traîne dans les bureaux, ça exact. Ça fait l'image de marque, quoi.
Ah bah ça traînait dans les bureaux, je te raconte pas. Ah bah c'est quoi ton mug Bah tu connais pas Tiens, va voir. Voilà. Vous pouvez aussi célébrer des jalons majeurs de votre entreprise. Là, par exemple, les 1 an, les 1000 fans, les 50 employés ou les 10 employés, la 10e commande ou la 1000e commande. Chaque excuse est une bonne excuse. Hein. Il y en a souvent, ils me disent, mais comment je fais justement pour avoir des mécaniques marketing. Mais pensez... chaque excuse est une bonne excuse, exactement. Voilà, chaque excuse est une bonne excuse et surtout pensez à l'esprit de générosité parce que en disant voilà c'est le 1000e fan Facebook, on vous offre un bon de réduction de 15% par exemple. C'est si simple à mettre en place et c'est ça qui va faire que les gens vont acheter. Dans le branding dans e-commerce, l'esprit de générosité c'est un levier qui est hyper important. Ensuite, on va passer au dernier levier. Alors, dernier qui est en 2, c'est le packaging. Aujourd'hui, et ça depuis 2010, il y a un nombre de vidéos YouTube qui ne cesse d'augmenter, qui s'appelle, en titre, à ton avis Enzo, Unboxing. Ah, unboxing. Ouais. Aujourd'hui, les gens, les consommateurs, adore montrer le unboxing des produits des marques. C'est marketing en plus, ça répond à un besoin premier de what's in it for me. C'est-à-dire, à partir du moment où je vais acheter le produit, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Comme les gens ne sont pas en boutique, ils savent pas, tu vois, en boutique tu vas, tu prends, tu repars avec le produit. Là je vais acheter le truc sur internet, je suis tout seul dans ma chambre. Comment est-ce que tu me fais vivre une expérience qui va me permettre, moi, de savoir ce qui va se passer après ? Les différentes étapes, ce que je vais recevoir, machin. Et du coup, le unboxing est parfait pour ça. Donc toi, en tant que marketeur, il faut l'utiliser. Et les gens, effectivement, c'est devenu un format phare. Parce que ça fait des vues, parce que ça marche, parce que les gens veulent savoir ça. What's in it for me ? Qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Je vais prendre un exemple. Alors, on parlait tout à l'heure de Nespresso. Aujourd'hui, Nespresso ont une véritable expérience utilisateur et notamment sur le unboxing. Pourquoi ? Parce que tu peux, t'as juste un petit levier là à faire pour que et tu peux ranger tes espèces de boîtes là rectangulaires de café. Tu peux les mettre les unes sur les autres, etc. Ouais. Il y a un véritable travail qui a été fait là-dessus. Les couleurs sur chaque colonne aussi, sur chaque colonne de café, sur chaque barrette de café, il y a eu un travail qui a été fait là-dessus. Bref, il y a un gros travail. Je vais donner un exemple, c'est Dollar Shave Club. Alors Dollar Shave Club, c'est tu connais, je sais pas. Stan Leloup a fait une analyse complète là sur le sujet. Ah bon ? Ok, d'accord, je savais pas du tout. C'est un e-commerce sur tout ce qui est accessoires de rasage pour les hommes. Et là, il y a une expérience de déballage premium au client qui est magique, quoi. Voilà. Si tu veux, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, en ouvrant le paquet, quand tu le reçois et quand tu l'ouvres, il faut que tu arrives à te dire, ok, il faut que le client se dise, je fais partie d'une élite. Et à partir de ce moment-là, que le client se dit, je fais partie d'une élite, parce que le paquet est beau, parce qu'à l'intérieur, t'as mis le petit mot, etc. Et ça match, quoi. Tiens, ça me fait penser à un truc, Enzo, en parlant d'expérience utilisateur et de packaging. Moi, tu m'as laissé une trace, mais vraiment, tu vois, dans la tête, magique, quand j'ai acheté ton bouquin. C'est beau. Non, c'est vrai. Ouais. Et... C'était voulu. C'était voulu. Quand tu achètes du coup mon bouquin, on mettra un lien juste en dessous dans la description. Quand tu achètes mon bouquin, tu reçois une lettre manuscrite que j'ai écrite du coup sur mon iPad là, et puis que j'ai transformé en PDF et qui est envoyé systématiquement avec mon intention en fait, avec un petit contenu supplémentaire dans lequel je t'explique dans quel cadre et dans quel état d'esprit j'ai écrit ce bouquin et ce que j'espère que ce bouquin va créer pour toi. Et également en invitant les gens à partager une photo sur les réseaux sociaux. Et ce qui m'a permis de récupérer pas mal de photos et ce qui vraiment a créé, je pense, une connexion émotionnelle avec les gens. Ah oui. Et en plus, c'était super bien fait parce que on aurait dit que tu nous l'avais écrit rien que pour nous, quoi. À chacun. Avec l'iPad, on a la possibilité de créer un papier comme si c'était un papier classique, quoi.
Et je l'ai manuscrite, quoi. Ouais. Mais quand on le reçoit, on se dit, putain, il a écrit une lettre rien que pour moi, super, quoi. Putain, il a pensé à moi. Et ça, pour le coup, t'avais créé un esprit de générosité, une véritable expérience utilisateur, et en plus, ce qu'on est en train de parler, de l'unboxing parfait, parce qu'il n'y a pas que le produit, il y a en plus quelque chose qui fait qu'on est ému, et qui nous touche personnellement. Et là, c'est gagné, quoi. Là, vous avez vraiment la mécanique parfaite là-dessus. Donc, ouais, dans l'e-commerce, moi, j'avais systématiquement du gratuit. Hein. J'avais systématiquement des cadeaux qui étaient mis dans les colis. C'était des produits entre 1 et 2 euros maximum, à 2 dollars maximum. Donc, ça me coûtait pratiquement rien, ou peu cher en tout cas. Et même parfois c'est le fournisseur qui les offrait, donc ça me coûtait parfois rien, et il y avait systématiquement des cadeaux pour les gens, même en dropshipping, même sur des produits simples, quoi. Systématiquement on fait mieux que le voisin ou le concurrent. Et en e-commerce, c'est comme ça qu'on se démarque. Ça m'était arrivé même en Thaïlande sur les marketplaces, t'avais quelques vendeurs qui étaient tout nouveaux avec des produits, genre je pense par exemple j'ai acheté un truc comme ça, et c'est un truc en caoutchouc. Ouais. Que tu mets autour, une espèce de protection pour les AirPods. J'ai acheté une housse pour ma femme en mode Disney machin. Et le mec avait laissé un petit mot manuscrit. Voilà, merci, etc. Nous développons notre activité. Nous avons besoin de témoignages. Pouvez-vous nous laisser un avis ici? J'espère que ce produit va vous faire plaisir et que vous allez pouvoir, je sais pas, vous amuser et kiffer, machin. Et j'ai rouvert mon application et je suis allé lui laisser un avis. Parce que il a pris le temps et l'effort de mettre un mot et de partager, quoi. Et j'avais trouvé ça top. Non, mais c'est là où faut créer des mécaniques vraiment importantes. Je reviens sur Dollar Shave Club. Je vais partager mon écran. Je vais vous montrer à quoi ça sert de faire des beaux packaging avec une petite... donc dedans, en fait, vous allez avoir dedans une carte postale colorée, comme quoi vous êtes officiellement membre. Et donc, si vous allez sur YouTube, vous voyez, j'ai mis Dollar Shave Club Unboxing. Et là, regardez toutes les vidéos. Alors, je vais faire un peu moins vite, regardez. Voilà, toutes les vidéos qui parlent d'unboxing de la marque. Ça veut dire que tout ça, c'est des gens qui recommande votre marque, mais en plus qui parle de votre marque, ou du moins là de la marque, à d'autres personnes et à des milliards de personnes. Vous vous rendez compte la puissance de l'unboxing, la puissance de frappe de la recommandation. Donc vous voyez, encore une fois, ici par exemple, c'est l'unboxing du test de... On appelle ça comment déjà tu sais, c'est des petites boîtes de tests que tu peux acheter, mais pas cher. Des échantillons ? Ouais, des échantillons, voilà, je cherchais le terme. Regardez le nombre de vidéos que vous avez sur le Dollar Shave Club Unboxing. C'est quand même impressionnant, il y en a des pages et des pages. Et donc, à l'intérieur, alors je pense qu'on le verra après, vous avez, voilà, vous voyez, vous avez une carte comme ça, et à l'intérieur, il y a marqué officiel member, où là, on est un peu une élite, c'est ce que je vous disais. Et ça fait que, en fait, on parle de vous, quoi. On parle de votre marque. Sur YouTube, vous n'avez même pas besoin de créer du contenu. C'est les gens qui créent du contenu pour vous. Mais, donc, je sais pas si... Ouais, je sais pas si tu l'as tapé là, Dollar Shave Club Unboxing. Le nombre de vidéos, c'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Vous voyez que rien qu'un emballage, ça va donner, comme je dis, une expérience utilisateur stellaire. Vous allez les envoyer sur les étoiles, dans les étoiles. Et là, ils vont faire des choses incroyables pour vous, pour votre marque. Voilà. Donc, la boîte, est-ce que vous allez y mettre à l'intérieur la carte postale, le code, le copywriting, tout ça, c'est important. La lettre pour Enzo, il n'envoie pas simplement un bouquin pour un bouquin. Il y a une intention qui est derrière. C'est déjà dans une vidéo précédente qu'on parlait d'intention. Il y a un esprit de générosité qui est derrière. Tout ça, ça fait partie du business, ça fait partie justement du branding. C'est vraiment hyper important. Et juste pour finir sur justement le unboxing, pour finir sur le packaging. Donc à l'intérieur, je vous disais, il y a une carte postale, c'est ce qu'on appelle les inserts d'emballage. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 types d'inserts. Alors ça, que vous pouvez, si vous faites du drop par exemple, vous pouvez négocier avec vos
vos fabricants ou même vos agents de mettre un insert dedans, quoi. Je crois que toi, t'as eu des expériences là-dessus. Un insert, tu veux dire Une carte postale, je vais simplifier. Voilà. Ouais, bon, un petit truc, ouais. Une petite carte de visite, quoi. Voilà, une carte où à l'intérieur, vous allez mettre... De toute façon, aujourd'hui, merci. pour moi, travailler avec AliExpress, c'est uniquement pour confirmer un produit. Une fois que tu as confirmé un produit, tu travailles avec un agent. On donne, par exemple, nos agents dans le Shark Club, etc. Et donc, ton agent, bien évidemment, tu définis un protocole avec lui. Donc, c'est effectivement un insert dans chaque paquet. C'est voilà. le colis, le cadeau dans chaque paquet, etc. Et là, on est déjà... on a mis un pied, dès qu'on met un insert, on a mis un pied déjà dans le branding. Pourquoi ? Parce que dessus, vous allez mettre votre logo, vous allez mettre justement du copywriting avec, comme on l'a dit, un vocabulaire très précis, vous allez mettre un beau visuel, et vous allez mettre, bien entendu, derrière, une mécanique qui va faire que le client va racheter. Alors, il y a 5 types, j'en ai listé 5, il y en a peut-être certainement plus. Le premier, c'est l'offre de rabais. Alors ça, c'est le plus simple, c'est ce que tous les dropshippers font en e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur du colis ? On peut mettre, au-delà de la carte postale, tu l'as dit tout à l'heure, un échantillon de produits. Pour que les gens essayent un autre produit que vous vendez. Un petit cadeau, donc toi, on avait dit la lettre, ou on avait dit que tu mettais toujours un petit cadeau à 1 balle ou 2 balles, mais ça fait le job, ça fait plus que le job même. Une carte de remerciement, une note personnelle, donc voilà. Vous pouvez mettre une revue de produits ou une demande de partage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu, je pense, par rapport à l'unboxing, c'est-à-dire que vous allez mettre une petite note, et que si... ils font une vidéo, par exemple, ils vont avoir soit un produit en retour, soit ils vont avoir un gros pourcentage de réduction, soit, bon bref, vous allez donner encore une fois de l'esprit de générosité pour qu'on parle de votre produit, ou pour qu'on en fasse la revue, tout simplement, sur, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Voilà, mais ça, préparez-le, c'est super important. Il y en a encore peu qui le font dans le e-commerce, moi j'en ai vu peu encore qui le faisaient. À mettre en place, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué de dire à un agent, voilà, je veux ça comme visuel, point barre, quoi. On va pas rentrer dans la technique. En conclusion, donc, sur le branding pour l'e-commerce, on pourrait dire qu'il nous faut de belles photos naturelles, mais faites comme vous pouvez le faire, et de belles vidéos avec l'iPhone. Soyez naturel, soyez authentique, vous rappelez l'authenticité, c'est important. On n'est pas obligé de sortir l'usine à gaz pour faire une photo, ni le gros studio. Aujourd'hui, vous avez plein d'exemples de marques qui font les choses tellement simplement et de manière tellement puissante. En 1, la belle photo, la belle image. En 2, la belle histoire, avec un beau copywriting adapté à votre cible et adapté à ce que vous faites. En 3, on a dit l'expérience client et l'esprit de générosité. Soyez généreux, ayez de la gratitude envers vos clients. C'est important. En 4, un packaging qui va laisser une trace dans l'esprit des gens, comme a fait Enzo avec sa lettre. Et en 5, un insert en plus de votre produit, là un peu comme la lettre justement, un insert d'emballage qui soit important pour qu'on puisse parler de votre produit et notamment qu'on puisse en parler sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a dit quand même beaucoup de choses sur le branding. C'est vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, j'allais te le dire, effectivement, c'est effectivement déjà mettre ces différents points en place, c'est bon. Voilà, c'est ça. On va pas reparler, bien entendu, du logo, de la stratégie de branding, on va pas reparler de la communauté, tout ce qu'on a vu auparavant, je voulais pas en reparler. Là, c'est très spécifique au e-commerce. Tout ce qu'on voit là, c'est quand même très très spécifique au e-commerce, parce qu'on a du packaging, donc forcément, c'est spécifique au e-commerce. Un bon de réduction, c'est spécifique au e-commerce. Là, je voulais vraiment rentrer dans la spécificité de ce qu'on pouvait mettre en place pour le drop, pour l'e-commerce. Des choses à rajouter pour cet épisode, Enzo ? Mettez en place ce qu'on a dit en fait. Passez à l'action, ne restez pas dans la théorie. Mettez en place les choses. Ça peut être très facilement un travail avec votre agent, sur votre site, un shooting photo, organiser un shooting vidéo, envoyer un script et des produits à des micro-influenceuses que vous n'allez même pas payer pour avoir des créatives pour vous. Bref, mettez en place des éléments de branding dans votre business e-commerce aujourd'hui. Ça va vraiment, vraiment, vraiment faire la différence à court terme. Et vous allez vous sentir un petit peu plus comme un entrepreneur. Vous allez vous sentir un petit peu plus comme étant
votre produit, votre création, votre bébé. Et c'est très intéressant également à vivre. Ouais, super. Mais exactement, moi je trouve que c'est un beau point de vue. Ça va mettre un peu plus d'éthique dans votre travail d'e-commerçant, je trouve. Ça va donner un côté peps, voilà. Pas simplement vendre apporter un produit plus pour de valeur, quoi. Valeur, voilà, exactement. Apporter plus de valeur. Je pense que ça sera le mot de la fin de cet épisode. Voilà, on vous remercie encore une fois. J'ai beaucoup de retours de votre part et je vous en remercie. Vous m'apportez aussi beaucoup de valeur, vous en tant que communauté. On avance sur le branding en France et en Europe ensemble, grâce à vous aussi. On a beaucoup d'échanges. Je pense que cette émission, j'en suis vraiment très très content. Mais j'aurai une prise de conscience. Genre, je l'ai eu déjà, mais je vais en parler la semaine prochaine parce que je suis vraiment très content de cette émission. Je trouve que voilà, on amène des choses et il y a un échange avec vous. Donc on continue et on vous réserve une surprise, mais une grosse surprise, n'est-ce pas Enzo, pour le tout dernier épisode dans 2 semaines. On va vous en reparler de toute façon. Si tu voulais dire une... T'as tout dit. Non, moi ce qui m'intéresserait du coup c'est que vous nous donniez la suite de cette émission. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait après? Quel type de format vous aimeriez voir sur un format potentiellement similaire, identique, différent? Plus d'épisodes sur quoi? Une saison 2? Un format différent? De quoi est-ce que vous voudriez parler? Je sais que c'est quelque chose sur lequel David est en train de travailler, prépare quelque chose. Donc n'hésitez pas à donner des feedbacks, des infos sur ce que vous aimeriez voir autour du branding. Voilà. Je pense que ça pourra beaucoup... c'est pas notre émission à tous les deux. C'est notre émission à tous. À tous là. Je vous parle avec vous là. C'est notre émission et on avance ensemble sur le branding. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie encore. Je vous embrasse. Brande-toi et jouez du succès. À la semaine prochaine, 19h, mardi. Ciao, bye bye. Merci Enzo. Merci à toi et à la semaine prochaine. Et merci à tous. Ciao les amis. Ciao David. Ciao, bye bye.